Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, je tenais tout d'abord à remercier le Conservatoire du patrimoine du Fresnay, l'ensemble du personnel, et en particulier Bernard Romagnan, et bien sûr la municipalité du Plan de la Tour, et en premier lieu Florian Pignol, qui s'est bien investi pour l'organisation de cette journée. Donc j'ai l'occasion aujourd'hui d'aborder une époque où la religion, pour faire suite à ce qui vient d'être vu, n'a pas toujours été en odeur de sainteté, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Une période complexe, très travaillée par les historiens, et toujours encore, qui est la période de la Convention nationale. Donc la Convention nationale, c'est la troisième assemblée qui dirige la France. La première, c'est l'Assemblée nationale constituante, la seconde, l'Assemblée nationale législative. Et là, on a une troisième assemblée qui va donc exister du 21 septembre 1792 jusqu'au 26 octobre 1795. Alors, la première décision de cette assemblée, c'est une décision historique. On peut le voir ici. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. Donc, de fait, la France devient pour la première fois de son histoire une république. Et donc, à cette époque, dans un contexte national et international fort compliqué, nationalement, bien sûr, il y a des partisans de la monarchie. On sort de la plus vieille monarchie chrétienne de l'époque, la fille aînée de l'Église n'est plus. Et puis un contexte international très chargé. Depuis le printemps 1792, on a une partie de l'Europe qui fait la guerre contre la France, guerre que nous avons d'ailleurs provoquée. Alors, le contexte local, en 1792, Saint-Tropez fait partie du canton éponyme, du canton de Saint-Tropez, qui est scindé en deux sections. Une section à Saint-Tropez, donc Saint-Tropez, la commune de Saint-Tropez en 1790 regroupe un peu plus de 3600 habitants, c'est-à-dire exactement 62% des habitants du canton. C'est-à-dire à peu près les 2/3 des habitants du canton sont regroupés dans la ville de Saint-Tropez. Donc on peut s'interroger à cette période, quelle forme vont prendre les luttes politiques à Saint-Tropez dans un contexte national particulièrement chargé. Alors on va voir tout d'abord que dès 1793 va s'affirmer à Saint-Tropez un mouvement que j'ai qualifié ici de réactionnaire. Alors réactionnaire, n'y voyez pas le sens péjoratif qu'on lui donne aujourd'hui dans le jeu politique. Je parle de réactionnaire tout simplement dans le sens du mot, le sens originel du mot, c'est-à-dire qui est partisan d'un conservatisme assez marqué et qui souhaite un retour vers un état social ou politique antérieur. Voilà, n'y voyez pas du jugement de valeur. Donc, j'ai mis ici une image de la ville de Toulon, puisque beaucoup de choses vont partir de Toulon. Toulon, vous le savez, c'est une ville qui a une histoire particulière pendant la Révolution française, puisque c'est une ville qui va se livrer à des puissances ennemies, les Anglais et les Espagnols. Et dès le 12 juillet 1793, des personnes qu'on qualifie de fédéralistes font partir la municipalité jacobine, donc proche du pouvoir central de la France. Et dès le 28 août 1993, la ville ouvre ses portes à une flotte anglo-espagnole. Alors, cela va avoir des répercussions sur Saint-Tropez, bien entendu. Donc, nous avons ici deux représentants en mission. Donc, des représentants en mission, ce sont des députés de la Convention nationale, qui sont envoyés localement, donc auprès d'une armée, ou plus souvent dans un département, pour faire appliquer les décisions du gouvernement central. Donc, ils sont dotés de pouvoirs très larges, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer les magistrats de tribunal, ils ont des pouvoirs vraiment tout à fait importants. Donc ces députés, Paul Barras et Louis Fréron,
sont contraints de quitter Toulon. Toulon qui est en proie donc, à une révolte fédéraliste, on chasse les Jacobins, et ces députés passent par Pignan, et la municipalité de Pignan tente de les faire arrêter. Cela ne va pas fonctionner, ils vont réussir à s'échapper, et ils se réfugient à Saint-Tropez, où ils entrent, dirons-nous, discrètement, puisqu'il y a une certaine hostilité, voire une hostilité certaine. Par exemple, un tropézien qui s'appelle Tropé David va faire semblant de ne pas les reconnaître et dire qu'il ne sait pas s'ils sont des Anglais ou des Espagnols, c'est-à-dire avec une certaine ironie, est-ce que ce sont des étrangers, des traîtres, des alliés. Donc l'accueil n'est pas forcément très courtois. Et ces deux députés vont, heureusement pour eux, être aidés par la municipalité de Saint-Tropez, le maire en particulier, et vont se diriger ensuite en canot vers les îles Sainte-Marguerite. Et dès le lendemain, des Tropéziens vont accabler d'injures, c'est ce que disaient les archives, le maire de Saint-Tropez, qui dit même qu'il a failli risquer la corde, tout simplement. Alors justement, dès le 28 juillet 1793, c'est-à-dire dès le lendemain de l'arrivée des représentants Mission Fréron et Barras, est créé à Saint-Tropez des sections. Alors, que sont les sections? Tout simplement, on s'inspire de ce qui existe à Toulon. C'est un mouvement qu'on peut qualifier de réactionnaire, hein, c'est une sorte d'association politique réactionnaire, dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure. Un des membres de ces sections, qui s'appelle Boeuf, dit que dans les sections, on voulait un roi, hein, donc ce ne sont pas des partisans révolus de la Révolution française, ce sont des monarchistes, pour l'essentiel. Ça regroupe à peu près une centaine de citoyens qui, au départ, parlent d'objectifs philanthropiques, c'est-à-dire il faut s'occuper des subsistances de Saint-Tropez, il faut faire en sorte de mettre en place tout ce qui peut constituer, tout ce qui peut aider au bien public, à celui de la cité. Mais en même temps, le même jour, 28 juillet 93, on dissout un club patriotique qui était une association politique de fervents partisans de la Révolution française. Donc on voit que derrière ces objectifs philanthropiques, il y a des partis pris politiques évidents. Alors on va avoir une floraison. Donc parmi les membres des sectionnaires, on a, et vous le voyez ici, d'anciens nobles, par exemple. Donc il n'est guère surprenant de voir des personnes nobles qui soient partisans de l'ancienne France, de l'ancienne société, nécessairement. Mais c'est un peu plus quand même varié qu'on pourrait le penser socialement. Vous avez aussi des personnes d'une condition sociale inférieure. Alors, à Saint-Tropez, à la fin du mois d'août et au début de septembre 93, au début de septembre 93, à la fin du mois ça sera plus compliqué, on a une multiplication des propos contre-révolutionnaires. Alors c'est très intéressant parce que pendant la Révolution on a beaucoup de procès et justement l'ensemble de ces procès permettent de retrouver des propos qui ont été dits. Alors j'ai mis ici un portrait qu'on peut trouver au musée de Saint-Tropez, au musée de la citadelle de Saint-Tropez, qui représente le frère du seigneur de Cogolin, Jacques-Philippe de Coeur, qui, lui, publiquement, va effectivement tenir des propos disant, par exemple, avant le 28 août 1793, que les Anglais devaient bientôt entrer à Toulon pour mettre le fils du roi Louis XVI, Louis XVI a été exécuté en janvier 1993, sur le trône, et que la France ne pouvait pas exister sans roi. C'est un monarchiste, clairement. Juste après l'arrivée des Anglais et des Espagnols à Toulon, Coeur aurait dit sur le port, donc de façon ostensible, de façon clairement visible, que la justice sainte était arrivée et que bientôt la guillotine serait permanente. Donc on sent une volonté qui plus est d'une certaine revanche. Alors cela ne va pas durer puisque dès le mois d'octobre 1793, on va avoir un changement radical en France et une affirmation du pouvoir jacobin, donc du pouvoir de personnes qui sont partisans résolus de la Révolution française,
Et on va avoir même une approche assez manichéenne des choses, comme vous pouvez le voir sur ce tableau de Regnault, où on a une espèce d'ange qui regarde la personne qui regarde le tableau, avec un choix à faire. D'un côté, la République, représentée avec ses attributs, les symboles de la liberté, le bonnet phrygien, de l'égalité ou de la fraternité, et de l'autre côté, la figure allégorique classique de la mort. Donc, où tu es à fond pour la révolution, ou tu n'es pas à fond pour la révolution, mais à tes risques et périls. Alors à Saint-Tropez, on va avoir dès le 13 septembre 1993 la dissolution des sections et la société populaire va être rétablie. Donc clairement, les partisans de la monarchie sont évincés du pouvoir. Ils sont restés, ils ont tenu les rênes de la ville à peu près 6 semaines, donc 1 mois et demi, et la société populaire, c'est-à-dire qui comprend des membres, des partisans résolus de la Révolution, est rétablie. Donc là, on a une inversion du pouvoir. Dès le 23 septembre, environ le 23 septembre, c'est ce que dit un témoin, le 23 septembre, on a une première rafle des suspects. Alors quand je parle de rafle, je parle tout simplement d'arrestation massive. Donc on a des soldats, le 7e bataillon du Var, qui débarquent à Saint-Tropez, dirigé par un certain Cadar, qui vient avec, comme le disent les archives, une force imposante, donc avec de nombreux soldats. Ils ne font qu'appliquer des ordres des représentants du peuple, donc des députés chargés de faire appliquer les décisions du pouvoir central dans le département du Var, et doivent surtout arrêter des personnes suspectes. Alors là, on va avoir à Saint-Tropez, pendant quelques heures, une période de très grande tension, c'est-à-dire, on va avoir, par exemple, un homme qui s'appelle Tropez David, qui va même aller jusqu'à se travestir, se déguiser en femme. Mais bon, d'autres personnes reconnaissent qu'il y a quelque chose effectivement d'un petit peu particulier, et il est reconnu vers la chapelle de la Miséricorde. Il s'enfuit en courant vers la place des Lys, et il est arrêté par des grenadiers, par des soldats. Alors, il prétend avoir eu une aventure amoureuse et être allé voir une femme, et pour ne pas être reconnu, s'être déguisé en femme. Ça paraît un petit peu gros, d'autant plus qu'il possède une canne épée avec lui, donc clairement il essaie de s'enfuir. Au moins 3 personnes vont essayer de fuir par la mer et vont être, alors selon eux, faits prisonniers par des navires espagnols ou anglais qui tombent opportunément là, bien entendu. Donc c'est sans doute des gens qui craignent une arrestation et qui tout simplement tentent de fuir. Donc on imagine un climat très particulier à Saint-Tropez. On va avoir une deuxième rafle de suspects quelques jours, quelques semaines plus tard. Au final, alors tous les anciens sectionnaires, membres des sections, donc partisans plutôt de la monarchie, donc j'ai cité la liste ici, sont par exemple arrêtés. Au final, il y aura 65 personnes à Saint-Tropez, des suspects qui sont décrétés d'arrestation. Pas tous arrêtés puisque certains parviennent à s'enfuir. Alors ils sont envoyés dans l'ancien séminaire de Fréjus, pour la plupart dans un premier temps, et un peu plus tard, pour certains, à Draguignan. Alors parmi ces personnes, quelques-unes vont être mises en jugement. Parmi ces 65 personnes, il va y avoir simplement 5 personnes mises en jugement. C'est-à-dire que les 60 autres vont rester en prison, sans procès, généralement pendant 1 an. Quant à 5 autres personnes, ils vont se retrouver devant le tribunal criminel, tribunal révolutionnaire criminel à Grasse. Et voici les conclusions du tribunal. 3 personnes acquittées, mais qui vont rester incarcérées jusqu'à la paix, en tant que suspect. Une personne va être condamnée à la déportation, il s'agit de Tropez David, celui qui s'était travesti. Une personne va être guillotinée, c'est le frère du seigneur de Corolin, l'officier de marine, Coeur, dont j'ai montré le portrait tout à l'heure. Alors, Robespierre chutant à la fin du mois de juillet 1794, au fur et à mesure des mois,
On a un assouplissement progressif de la situation politique, la crispation intense des années 93-94 va peu à peu prendre fin. Alors je me suis permis de mettre cette première page d'un registre notarié d'un notaire de Saint-Tropez qui s'appelle Honoré Toussaint Germondi et qui parle du règne de Robespierre, où je restais à la maison de détention de Fréjus pendant une année en bonne compagnie et ayant plus de 200 personnes, tous gens honnêtes et de bien. Il faisait partie des suspects qui ont été incarcérés pendant un an. Donc, on va avoir de novembre 94 à avril 95 plusieurs vagues successives d'élargissement, c'est-à-dire que les représentants en mission, donc les députés, vont peu à peu, au gré des mois, relâcher les personnes, les libérer tout simplement. Ils vont pouvoir rentrer chez eux. Et parmi les opposants de ceux qui étaient incarcérés, il y avait bien sûr les membres de la société populaire. Donc tout simplement, sous prétexte de mettre fin aux troubles à l'ordre public qu'incarnerait cette société populaire, donc qui a des membres partisans résolus de la Révolution française, cette société va être dissoute, tout simplement. Cette société se réunissait, lieu symbolique s'il en est, dans le château de Saint-Tropez, donc la demeure des suffrains, qui était devenue bien nationale. Et on sait même par les archives qu'il y avait dans la salle principale où se tenait l'assemblée le buste de Marat. Marat, c'est la figure panthéonisée, qu'on avait mis au Panthéon un certain temps, pour les partisans les plus résolus de la Révolution française, et qui avait fini assassiné. Alors, on a un juge de paix à Saint-Tropez également depuis 1791, et il va y avoir une tentative de débarquement du juge de paix qui s'appelle Honoré Antiboul. Un représentant en mission, le 9 octobre 1795, propose tout simplement qu'il quitte son poste, de façon contrainte et forcée, et de le remplacer par un ancien avocat qui s'appelle Massel, qui justement faisait lui partie des sections. Donc vous voyez, il y a une certaine revanche. Ceux qui avaient été incarcérés, ceux qui étaient suspects parce qu'ils étaient des sectionnaires et partisans de la monarchie, maintenant prennent leur revanche. C'est un jeu politique finalement assez classique. Et finalement, il va y avoir un contre-ordre, une dizaine de jours plus tard, et donc finalement, Antiboul va rester en poste. Et va même avoir plus tard une brillante carrière. Lors d'une précédente journée, j'avais fait une intervention sur ce personnage. Donc je conclurai en disant qu'à Saint-Tropez, on a finalement une bipolarisation assez classique de la vie politique. Donc on a d'un côté un groupe révolutionnaires radicaux, ceux qui sont membres de la société populaire, et face à eux, on a des sectionnaires, c'est-à-dire des partisans d'une société qui a disparu, d'une société monarchiste, entre autres. C'est un phénomène qui n'est pas propre à Saint-Tropez. D'autres chercheurs, comme Cyril Belmont, qui a travaillé sur Halo à côté de Marseille, a constaté exactement la même chose, une bipolarisation de la vie politique. Il y a néanmoins des différences sensibles. Avant la Révolution, j'avais pu intervenir une autre année sur des conflits de pouvoir qu'il y avait eu à Gassin entre les autorités judiciaires et les autorités municipales. Ce sont des conflits dont les enjeux de pouvoir sont essentiellement locaux. Désormais, avec la Révolution française, ces conflits prennent aussi une dimension nationale. Et ça, c'est une différence, c'est-à-dire que la vie politique nationale a une incidence claire sur la vie politique locale. Et ça, c'est une évolution assez fondamentale. Je conclurai et je finirai enfin en disant qu'à Saint-Tropez, on a eu néanmoins un phénomène qui a été classiquement appelé la terreur, un phénomène assez modéré, parce que finalement, une seule tête tombe réellement. Bien sûr, des dizaines de personnes vont aller en prison, mais une seule tête tombe réellement, ce qui fait du phénomène, de ce phénomène-là, de terreur à Saint-Tropez, un phénomène qu'on peut qualifier de modéré. Merci pour votre attention.